dans les marges oubliées d'Écatépec, où les maisons en parpaing s'empilent comme des boîtes en carton mouillé et où chaque aube est une bataille acharnée contre le désespoir, vivait Rodrigo Vasquez, portant le poids du monde sur ses épaules de maçon. Il avait 42 ans, des mains comme de la pierre ponce, marquées par 20 ans ininterrompus de maçonnerie, et le cœur plus lourd que tous les sacs de ciment qu'il avait portés de sa vie. Ce mardi 15 novembre, alors que le soleil perçait timidement entre les câbles électriques et les antennes rouillées du quartier, Rodrigo n'avait que 47 pesos dans la poche droite de son pantalon en jean. 47 pesos qui sonnaient comme une moquerie lorsqu'il les faisait rouler entre ses doigts calleux. Pas 47 000, pas 470, seulement 47 pesos mexicains qui représentaient tout son patrimoine en ce monde. Il n'avait pas de travail depuis 3 mois et 2 semaines exactes. Il avait compté les jours comme un prisonnier compte les jours de sa peine. Il n'avait plus d'espoir depuis bien plus longtemps que cela, peut-être depuis le jour où il s'était rendu compte que ses rêves de jeunesse s'étaient écrasés contre la réalité comme un oiseau contre une vitre. Et dans sa main droite tremblante, il tenait le papier qu'il avait évité de lire pendant une semaine entière, l'avis d'expulsion définitif. Monsieur Rodrigo Vasquez, pour non-paiement des loyers d'août, septembre et octobre, d'un montant total de 15 000 pesos, vous avez exactement 24 heures pour quitter complètement la propriété située Cal Reforma 247, Maison 12, Unité d'habitation Las Flores, où nous procéderons conformément à la loi avec l'appui des autorités compétentes. Rodrigo plia le papier avec soin, comme si c'était un document important au lieu de sa sentence de mort sociale, et le rangea dans la poche arrière de son pantalon en jean délavé, le même pantalon qu'il avait porté au travail pendant des années comme une seconde peau qui avait maintenant plus de patch que de tissu original. Chaque rapiessage racontait l'histoire d'un travail différent, d'un espoir différent, d'un jour meilleur qui n'était jamais arrivé. Il resta assis sur le froid escalier en béton devant sa maison de location, observant comment la vie du quartier s'éveillait lentement autour de lui comme une symphonie de survie. Doña Carmen balayait déjà le trottoir avec les mouvements mécaniques de celle qui fait la même chose depuis 30 ans. Don Alberto ouvrait sa petite épicerie, rangeant les Coca-Cola dans le réfrigérateur qui faisait plus de bruit qu'un vieux moteur de camion. Les enfants du quartier commençaient à sortir de leur maison pour aller à l'école, portant des sacs à dos qui avaient connu des jours meilleurs et des petits déjeuners enveloppés dans des serviettes en papier. Il était 6h30 du matin, ce qui serait très probablement son dernier jour dans cette maison. Dans quelques heures, l'avocat Torres viendrait, accompagné de 2 policiers, pour le sortir de la seule maison que ses 3 enfants avaient connue comme foyer dans leur courte vie. Et il n'avait absolument rien à leur offrir, ni argent pour une autre caution dans une autre maison, ni travail qui pourrait générer des revenus immédiats, ni famille élargie qui pourrait les aider dans cette crise qui semblait sans fond. À l'intérieur de la maison, derrière la porte en tôle bleue qu'il avait peinte lui-même il y a 2 ans, quand il avait encore un emploi stable, son épouse Martha préparait le petit déjeuner avec le peu qui restait dans le garde-manger presque vide, des haricots frits de 3 jours qu'elle avait étirés avec de l'eau et du sel, et des tortillas qu'elle avait achetées à crédit à la boutique de Doña Cuca, qui lui avait déjà dit avec une expression de peine qu'elle ne pouvait plus lui accorder de crédit tant qu'elle n'aurait pas payé les 300 pesos déjà dus. Leurs 3 enfants, Javier, 12 ans, avec un visage d'homme prématuré, Ana, 9 ans, qui croyait encore aux contes de fées, et le petit Diego, 6 ans, qui demandait pourquoi papa ne souriait plus, dormait encore profondément dans l'unique pièce qu'ils partageaient tous comme des sardines en conserve, serrés dans 2 lits simples que Rodrigo avait construits de ses propres mains avec du bois de récupération trouvé sur un chantier l'année dernière. Les enfants ne savaient rien de l'expulsion imminente. Rodrigo leur avait menti pendant des semaines entières, leur disant avec un sourire forcé que tout allait parfaitement bien, que papa allait bientôt trouver du travail, que ce n'était qu'une question de temps avant que les choses ne s'améliorent. Mais les enfants n'étaient pas stupides, ils avaient cette intuition aiguë que seuls les innocents possèdent. Ils avaient remarqué qu'il n'y avait plus de lait frais dans le réfrigérateur depuis 1 mois, que les repas étaient de plus en plus simples et répétitifs, que maman pleurait en silence quand elle pensait que personne ne la voyait, essuyant ses larmes avec la manche de sa blouse avant de se tourner vers eux avec un sourire contrefait. Rodrigo, la voix brisée de Martha, le tira brusquement de ses pensées sombres. Elle se pencha par la porte entr'ouverte, essuyant ses mains humides sur son tablier, qui avait été d'un blanc immaculé une fois dans une vie antérieure, mais qui était maintenant une carte détaillée de tâches et de rapiessages racontant l'histoire de 1000 repas préparés avec amour et de maigres ressources. Le petit déjeuner est prêt, mon amour. Martha avait 39 ans, mais les préoccupations constantes des derniers mois l'avaient vieilli comme si des années entières s'étaient écoulées. Les 3 derniers mois d'incertitude économique et de terreur silencieuse avaient creusé des sillons profonds dans son visage encore beau. Ils avaient complètement éteint l'éclat naturel de ses yeux bruns.
Ils avaient courbé ses épaules délicates comme si elle portait constamment un sac à dos invisible rempli de lourdes pierres et de soucis sans solution. « J'arrive, mon amour », répondit-il automatiquement, mais ses jambes ne répondirent pas à l'ordre de se lever. Il ne pouvait pas affronter un autre petit déjeuner de haricots à queue. Il ne pouvait pas voir ses enfants manger le même repas pauvre encore une fois pendant qu'il faisait semblant que tout était normal. Il ne pouvait pas continuer à agir comme un bon père et pourvoyeur alors qu'il était à quelques heures de les laisser littéralement dans la rue. Martha lut son langage corporel comme un livre ouvert après 16 ans de mariage. Elle connaissait chaque geste, chaque silence, chaque façon dont son mari traitait la douleur, et elle s'assit doucement à côté de lui sur le froid escalier. Elle ne dit rien pendant un long moment qui sembla une éternité. Elle posa simplement sa petite main calleuse par les tâches ménagères sur la grande main gercée par le travail rude de son mari. Ils étaient mariés depuis qu'ils étaient pratiquement des enfants et elle pouvait lire sa profonde tristesse comme si c'était un texte écrit dans sa langue maternelle. « C'est aujourd'hui, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle finalement d'une voix à peine audible, connaissant déjà la réponse, mais ayant besoin de confirmation. Rodrigo hocha lentement la tête, sans un mot, ne faisant pas confiance à sa voix pour ne pas se briser complètement s'il essayait de parler. Le nœud dans sa gorge était devenu permanent au cours des dernières semaines. « Combien nous faut-il exactement ? 15 000 pesos pour être à jour avec les 3 mois que nous devons, plus 15 000 autres pour la caution d'une nouvelle maison, car personne ne nous louera après cela. » Rodrigo rit d'une amertume qui lui laissa un goût de cendre dans la bouche. 30 000 pesos au total. Cela pourrait être 30 millions de pesos pour ce que ça me sert. Martha serra sa main plus fort, lui transmettant tout l'amour et la foi qui restaient dans son cœur fatigué. Rodrigo, regarde-moi dans les yeux. Il leva lentement les yeux vers son épouse, vers la femme qui avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait, qui l'avait suivi de son village natal d'Oaxaca jusqu'à cette grande ville pleine de promesses brisées, avec l'espoir d'une vie meilleure pour leurs futurs enfants. Nous avons traversé des choses pires que ça, dit-elle avec une fermeté dans la voix qu'il ne ressentait absolument pas. Tu te souviens quand nous sommes arrivés ici sans connaître une seule âme? Tu te souviens quand Javier est né et que nous n'avions pas d'argent même pour les couches les moins chères? Tu te souviens quand je suis tombé malade et que nous avons dû emprunter pour les médicaments? Toujours, nous avons toujours trouvé un moyen de nous en sortir. C'est différent, Martha. Cette fois, il n'y a vraiment aucun moyen, aucune issue, aucun miracle qui nous attend. Il y a toujours un moyen, l'interrompit-elle avec détermination. Peut-être que nous ne le voyons pas encore, mais il y en a toujours un. Il n'y a rien dans ce monde, sauf nous 5. Et nous sommes suffisants. Nous avons toujours été suffisants quand nous sommes ensemble. Le bruit assourdissant d'une vieille camionnette freinant brusquement devant leur maison interrompit la conversation intime comme un seau d'eau froide. C'était une Ford blanche de 2010 avec les pare-chocs cabossés par l'usage rude et la peinture écaillée par le soleil implacable de nombreux étés. Du siège du conducteur descendit d'un pas décidé un homme que Rodrigo reconnut immédiatement et qui lui serra l'estomac, Germán Salinas, son ex-associé et la personne qu'il détestait le plus au monde. Germán avait exactement le même âge que Rodrigo. Ils étaient nés à peine 2 mois d'intervalle, mais il paraissait 10 ans plus jeune et 1000 fois plus prospère. Il portait une chemise polo de marque encore étiquetée, un pantalon kaki sans une seule ride qui suggérait qu'il avait une femme de ménage, et des chaussures en cuir qui brillaient sous le soleil matinal comme si elles étaient neuves. Il avait ce sourire calculé que Rodrigo se souvenait parfaitement des jours où ils étaient des amis inséparables, où ils avaient rêvé ensemble, comme des frères, de construire une entreprise de construction qui serait la fierté de tout le Mexique. « Compadre », cria Germán en marchant avec confiance vers l'escalier où se tenait le couple, avec cette familiarité fausse qu'utilisent les personnes qui vous ont trahi mais agissent comme si rien ne s'était passé. « Comment vas-tu, Rodrigo ? Tu as l'air le même que toujours. » C'était un pieux mensonge. Rodrigo savait pertinemment qu'il ressemblait à ce qu'il était, un homme vaincu par la vie, vieilli prématurément par le stress, vêtu de vieux vêtements rapiécés, qui criait sa situation économique désespérée. Martha se tendit immédiatement à côté de Rodrigo comme un ressort compressé. Elle n'avait jamais fait confiance à Germán, même pendant les jours dorés, quand l'entreprise marchait à merveille et que tout le monde semblait heureux. Il y avait quelque chose dans les yeux de cet homme qui lui avait toujours semblé faux, calculateur, dangereux. « Bonjour, Germán », répondit Rodrigo sans se lever de l'escalier, maintenant une distance émotionnelle qu'il espérait évidente. « Qu'est-ce qui t'amène par ici ? » « Je suis venu spécifiquement te voir parce que j'ai appris ta situation compliquée, dit Germán en choisissant chaque mot avec soin, comme quelqu'un qui marche dans un champ de mine. Donia Cuca m'a dit hier soir que tu avais beaucoup de difficultés avec l'argent dernièrement.
Rodrigo sentit ses joues s'enflammer de honte et de rage. L'humiliation que son ex-associé, l'homme même qui l'avait délibérément trahi et l'avait laissé dans la ruine financière la plus absolue, vienne maintenant chez lui pour le plaindre. C'était presque insupportable. C'était comme si la vie se moquait de lui ouvertement. Nous allons parfaitement bien, mentit-il effrontément, levant le menton dans un geste de dignité feinte. Ce n'est qu'un mauvais passage temporaire. Germain rit d'un rire qui sonnait comme du verre brisé, mais ce n'était ni un rire amical ni compréhensif. C'était le rire de quelqu'un qui prend plaisir à voir souffrir celui qu'il considérait autrefois comme son égal. Compadre, ne me mens pas, je te connais depuis 20 ans. Je sais parfaitement que tu vas être expulsé aujourd'hui même. Je sais que tu n'as pas eu de travail stable depuis septembre. Je sais exactement dans quelle situation tu te trouves. La mention si directe et crue de sa réalité fit que Rodrigo se leva d'un bond, les poings serrés instinctivement et la mâchoire contractée. Son corps entier s'était mis en position de défense. Et qu'est-ce que ma situation te fait? Cela m'importe beaucoup, car après tout, nous sommes compadres, nous avons une histoire ensemble, répondit Germain avec ce faux sourire qui n'atteignait jamais ses yeux froids. Je viens te faire une proposition de travail qui pourrait résoudre tous tes problèmes. J'ai besoin de maçons expérimentés pour un grand chantier à satellite. Ça paie très bien, mais j'ai besoin que tu commences aujourd'hui même. Rodrigo sentit une étincelle microscopique d'espoir traverser l'obscurité de son désespoir, mais il se méfia immédiatement comme un animal blessé. Il connaissait Germain mieux que quiconque au monde. Il savait que rien de ce que cet homme offrait ne venait jamais sans un prix caché, sans un piège soigneusement conçu. Quel genre de travail exactement? Une impressionnante demeure pour un homme d'affaires très riche de Monterrey. Travail garanti pour 6 mois complets. Et quel serait le salaire journalier? 800 pesos par jour. Tout en espèces, sans retenue, sans complications bureaucratiques. C'était objectivement une excellente offre. Avec cet argent, il pourrait payer le loyer en retard en exactement une semaine de dur labeur. Il pourrait sauver sa famille du désastre immédiat. Mais, continua Germain après une pause calculée pour créer le suspense, et là était le piège que Rodrigo attendait. J'ai besoin que tu apportes tous tes propres outils de travail et j'ai aussi besoin que tu te procures tout le matériel en utilisant tes contacts personnels, tes fournisseurs de confiance. Rodrigo sentit son estomac tomber à ses pieds comme une lourde pierre. Germain lui demandait quelque chose qu'il savait pertinemment impossible, qu'il utilise son nom et sa réputation personnelle pour obtenir des matériaux à crédit de ses rares contacts qui lui faisaient encore confiance, sachant parfaitement que Rodrigo n'aurait pas d'argent pour les payer avant d'avoir reçu son premier salaire. Et si quelque chose tournait mal avec le projet, ce qui avec Germain était toujours possible, Rodrigo se retrouverait à devoir de l'argent à toutes les personnes qui lui avaient fait confiance et ruinerait pour toujours les quelques relations commerciales qui lui restaient dans l'industrie. Je ne peux pas faire ça, Germain. Tu sais parfaitement que je ne peux pas, le faux sourire de Germain se durcit jusqu'à devenir une grimace cruelle. Et comment ces principes moraux si élevés t'ont-ils servi, compadre? Où t'ont mené toutes ces valeurs? Il désigna avec mépris la modeste maison de location, les vêtements rapiécés qu'il portait, la pauvreté évidente qui les entourait comme une aura. Tes si beaux principes te tiennent sur le point de vivre dans la rue avec ton épouse et tes 3 enfants. Tes valeurs morales ne vont pas les nourrir ce soir. Martha se leva comme propulsée par un ressort et se posta protectrice à côté de son mari, irradiant une dignité féroce qui contrastait dramatiquement avec ses vêtements modestes. Germain, je vais te demander de la manière la plus aimable possible de quitter notre maison maintenant. Tranquille, Martita, répondit Germain avec une condescendance qui dégoulinait de venin, lui parlant comme si elle était une petite fille qui ne comprenait pas le monde des adultes. J'essaie juste d'aider mon vieux compadre dans son moment de besoin. Il n'y a absolument rien d'honnête dans ce que tu proposes, l'interrompit Rodrigo d'une voix ferme malgré le désespoir qui le rongeait de l'intérieur. Et tu le sais parfaitement. Germain haussa les épaules avec une indifférence totale, comme si l'honnêteté était un concept complètement hors de propos. C'est ta décision entièrement libre, compadre. Mais quand tu dormiras dans un refuge public avec tes enfants, quand Martha devra mendier au feu de signalisation, souviens-toi très bien qu'aujourd'hui, tu as eu une réelle opportunité de changer les choses. Il se dirigea d'un pas vers sa camionnette étincelante, mais avant de monter, il se retourna une dernière fois avec la précision d'un acteur expérimenté. Ah, au fait, dit-il comme s'il venait de se souvenir d'un détail sans importance. J'ai entendu dire que l'avocat Torres avait déjà de nouveaux locataires qui attendaient pour ta maison. Une jeune famille avec de l'argent.
Quel dommage que tu n'aies pas pu rester, n'est-ce pas? Avec ces mots empoisonnés, il monta dans sa camionnette et partit en accélérant, laissant un nuage de fumée noire qui semblait symboliser parfaitement le désespoir qui s'était installé comme une brume toxique sur la famille Vasquez. Rodrigo Vasquez n'avait pas toujours été un homme désespéré comptant des pièces sur le seuil d'une maison de location. Son histoire de chute depuis les sommets avait commencé 24 ans auparavant dans un petit village oublié d'Oaxaca appelé San Juan Bautista, où son père Aurelio lui avait enseigné avec une patience infinie que les maisons étaient exactement comme les gens. Si les fondations étaient bien posées dès le début, elles pouvaient supporter toutes les tempêtes que la vie leur enverrait. À 18 ans, contre les désirs exprès de son père, qui voulait qu'il reste travailler la terre familiale, Rodrigo était monté dans le premier bus disponible pour Mexico, avec 400 pesos froissés dans la poche et le rêve gigantesque de construire des gratte-ciel qui toucheraient les nuages. Les premières années dans la capitale furent extrêmement dures, comme peu l'imaginent, dormant dans des pensions bon marché qui sentaient l'humidité et le désespoir, travaillant sur des chantiers de construction où les patrons abusaient systématiquement des travailleurs ruraux qui arrivaient sans connaître leurs droits. Mais Rodrigo avait quelque chose de différent qui coulait dans ses veines, quelque chose qui le distinguait des autres. Il avait hérité de son père non seulement les compétences techniques pour la construction, mais aussi une éthique de travail rare comme un diamant brut. Il n'arrivait jamais en retard, pas une seule minute. Il ne se plaignait jamais, aussi dures que fussent les conditions. Il ne faisait jamais un travail à moitié, même si personne ne supervisait. À 22 ans, il était déjà monté au rang de maître maçon et avait commencé à rêver en grand, à quelque chose de beaucoup plus ambitieux que de simplement travailler pour les autres toute sa vie. Ce fut précisément sur un chantier d'un immeuble d'appartements qu'il rencontra Germán Salinas, un homme de son âge qui avait étudié 2 ans d'ingénierie civile avant d'abandonner l'université par manque d'argent, mais qui avait une facilité naturelle à parler aux gens, à convaincre, à vendre des rêves comme s'ils étaient des réalités tangibles. Compadre, lui avait dit Germán un vendredi après-midi après le travail, alors qu'il buvait des bières dans un bar proche du chantier. Nous travaillons comme des esclaves pour enrichir d'autres salauds. Pourquoi ne pas nous enrichir nous-mêmes? Toi, tu as les mains et moi, j'ai la tête. Ensemble, nous pouvons conquérir le monde. L'idée de s'associer ne lui avait pas semblé du tout farfelue à Rodrigo à ce moment-là. Entre les deux, ils avaient toutes les compétences nécessaires pour réussir. Ils savaient construire tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Germán savait vendre ses constructions et trouver des clients. C'était la combinaison parfaite en théorie. À ce moment-là, Rodrigo avait déjà rencontré Marta, une jeune Oaxaquaine, belle et travailleuse, qui travaillait comme secrétaire dans un bureau gouvernemental et qui était tombée éperdument amoureuse des rêves ambitieux de Rodrigo ainsi que de son caractère noble et travailleur. Quand il lui proposa le mariage lors d'un dîner romantique qu'il avait économisé pendant des mois pour financer, il lui proposa aussi avec enthousiasme le plan de l'entreprise qui changerait leur vie. Nous allons nous marier comme il se doit. Nous allons nous associer avec Germán et nous allons construire quelque chose de grand et de beau ensemble, lui avait-il dit, les yeux brillants d'espoir. Marta l'avait regardé avec cette gravité profonde qu'il avait appris à aimer et à respecter. Fais-tu vraiment confiance à Germán? Je suis sûr qu'il veut gagner de l'argent autant que moi et je suis sûr que je peux le maintenir honnête pendant que nous travaillons ensemble. C'était une réponse qu'il se rappellerait des années plus tard avec une amertume qui lui laisserait un goût de poison dans la bouche. Ils se marièrent lors d'une cérémonie simple mais pleine d'amour à l'église du village. Et exactement 3 mois plus tard, Construcción Vázquez y Salinas fut légalement constituée en tant qu'entreprise formelle avec 50 000 pesos de capital initial qu'ils avaient réuni en vendant absolument tout ce qu'ils avaient de valeur. Les premières années de l'entreprise furent vraiment magiques, comme sorties d'un conte de fées entrepreneurial. Ils commencèrent par construire de petites maisons pour des familles de classe moyenne, mais ils le faisaient avec tant de soin, avec tant d'attention aux détails, avec tant d'amour pour leur travail, que les clients satisfaits les recommandaient avec enthousiasme à leurs amis et à leurs familles. La 4e année d'opération, ils avaient 8 employés à temps plein et une liste d'attente de clients qui voulaient travailler spécifiquement avec eux. Javier naquit la 4e année de l'entreprise, quand les choses allaient si bien qu'ils purent acheter leur propre belle maison à Naucalpan, avec un jardin où l'enfant pourrait jouer en grandissant. Ana arriva 2 ans plus tard comme une bénédiction supplémentaire, suivie de Diego 3 ans plus tard. L'entreprise continua de croître spectaculairement jusqu'à avoir 20 employés, 5 camionnettes de travail, un vrai bureau avec une secrétaire et tout. Rodrigo était fier non seulement du succès financier qu'ils avaient atteint, mais surtout de la manière dont ils l'avaient obtenu, en payant des salaires justes à tous leurs travailleurs, en utilisant uniquement des matériaux de première qualité, quel qu'en fût le coût, en respectant religieusement toutes les réglementations gouvernementales,
même si c'était plus cher et plus compliqué. En 8 ans d'opération, il n'avait jamais eu d'accident grave sur aucun chantier, jamais de poursuite judiciaire pour travail mal fait, jamais de plainte sérieuse d'aucun client. Mais ce fut précisément ce succès honnête et bien mérité qui planta les graines empoisonnées de la destruction finale. Le changement chez Germain fut graduel comme le cancer, presque imperceptible au début. Il commença par arriver occasionnellement en retard sur les chantiers, à déléguer de plus en plus de responsabilités opérationnelles à Rodrigo, à dépenser l'argent de l'entreprise en repas d'affaires coûteux qui ressemblaient plus à des vacances personnelles qu'à un vrai travail. C'est pour satisfaire les clients importants, expliquait-il toujours lorsque Rodrigo remettait en question les dépenses excessives. C'est exactement comme ça qu'on fait de grandes affaires dans ce pays, compadre. Puis vinrent les suggestions insidieuses sur l'optimisation des coûts pour être plus compétitif. Germain commença à proposer constamment d'utiliser des matériaux moins chers, d'embaucher des travailleurs moins expérimentés qui coûtaient moins cher, d'accélérer les délais de construction, même si cela signifiait sacrifier le soin et la qualité qui les avaient toujours distingués. La concurrence est de plus en plus féroce, disait-il avec des arguments qui semblaient logiques en surface. Si nous ne réduisons pas drastiquement nos coûts, d'autres constructeurs moins chers nous sortiront complètement du marché. Nos clients nous embauchent spécifiquement pour la qualité supérieure que nous offrons, répondait toujours Rodrigo. C'est notre avantage compétitif. Les clients veulent de la qualité, oui, mais ils veulent aussi des prix compétitifs. Nous devons trouver le parfait équilibre. Les discussions devinrent de plus en plus fréquentes et plus animées. Rodrigo se rendait compte progressivement qu'il ne partageait plus la même vision de ce que l'entreprise devait être. Pour lui, l'entreprise était quelque chose à chérir amoureusement et à faire croître de manière responsable à long terme. Pour Germain, elle était devenue une machine conçue uniquement pour générer de l'argent rapidement, quelles qu'en soient les conséquences. La rupture finale arriva comme un tremblement de terre lorsque Rodrigo découvrit par hasard que Germain utilisait du ciment de qualité inférieure sans le consulter. Un mur s'était dangereusement fissuré sur le chantier le plus important qu'ils avaient à ce moment-là, une maison de luxe pour un client très exigeant. « As-tu spécifiquement ordonné d'utiliser du ciment de cette marque bon marché ?» avait demandé Rodrigo, la voix tremblante de rage et d'incrédulité. « C'est exactement la même qualité que le cher, mais 30% moins cher, pur profit supplémentaire. » Le mur se fissure. Nous aurions pu tuer quelqu'un. La confrontation qui suivit fut brutale et définitive, comme une guerre civile. Germain lui avait donné un ultimatum qui sonnait comme une sentence de mort, soit il acceptait complètement les nouvelles méthodes de travail optimisées, soit l'un des deux devait acheter la part de l'autre et mettre fin à jamais à l'association. « Je t'offre 500 000 pesos en espèces pour tes 50%, avait dit Germain avec un sourire qui ne dissimulait pas son triomphe anticipé. C'était exactement la moitié de ce que valait réellement sa part de l'entreprise, mais Germain savait parfaitement que Rodrigo n'avait pas 1 million de pesos en espèces pour acheter sa part. Alors nous restons associés comme toujours, avait dit Germain quand Rodrigo avait rejeté indigné l'offre insultante. Mais à partir de maintenant, je prends toutes les décisions concernant les matériaux et les méthodes de travail, et tu es entièrement responsable de tout problème technique qui pourrait survenir. Rodrigo avait immédiatement compris qu'il n'avait pas de très bonnes options. Il pouvait rester et voir un puissant Germain détruire systématiquement tout ce qu'ils avaient construit ensemble, ou il pouvait partir avec 500 000 pesos et essayer de recommencer complètement à 30 ans. Finalement, le cœur brisé mais la conscience tranquille, il avait accepté les 500 000 pesos. Avec cet argent, il avait payé complètement toutes les dettes de la maison familiale, se libérant de ses fardeaux, mais aussi sans revenus. Trouver du travail comme employé après avoir été chef pendant 8 ans s'était avéré beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait anticipé. Après tant de temps à gérer sa propre entreprise, il était complètement déconnecté du marché du travail normal. Il avait finalement trouvé un emploi de chef de chantier dans une entreprise de construction moyenne, mais juste au moment où il avait économisé suffisamment pour redevenir indépendant et monter sa propre petite entreprise, la crise économique dévastatrice de 2019 arriva. L'entreprise le licencia ainsi que 60% du personnel. Les économies s'épuisèrent en 2 mois et ils durent vendre tout ce qui avait de la valeur, la camionnette, les meubles, les appareils électroménagers. Finalement, la maison qu'ils avaient tant aimée. Avec l'argent de la vente de la maison, ils avaient loué l'endroit où ils vivaient maintenant. Mais Rodrigo ne trouvait plus de travail stable nulle part, seulement des travaux sporadiques d'1 ou 2 jours qui payaient très peu et qui ne suffisaient même pas à couvrir les dépenses de base d'une famille de 5 personnes. Martha avait eu raison depuis le début, comme toujours. Germain avait complètement détruit l'entreprise à peine 2 ans après le départ de Rodrigo, exactement comme il l'avait prédit.
Il y avait eu un terrible accident où un travailleur était mort en utilisant des matériaux défectueux, des poursuites judiciaires de plusieurs millions qui avaient tout anéanti, des enquêtes gouvernementales qui avaient définitivement fermé l'entreprise. Germain avait disparu comme de la fumée, probablement avec tout l'argent qu'il avait pu voler avant que tout ne s'écroule. Mais savoir qu'il avait eu raison ne rendait rien à Rodrigo. Cela ne faisait que lui confirmer douloureusement qu'il ne suffit parfois pas de faire ce qui est juste pour protéger ceux qu'on aime le plus dans ce monde cruel. Maintenant, 5 ans entiers après avoir vendu sa part de l'entreprise qu'il avait construite de ses propres mains, Rodrigo se retrouvait avec 47 misérables pesos en poche et un avis d'expulsion définitif à la main, se demandant amèrement s'il y avait un moyen possible de sortir du trou profond dans lequel sa famille était tombée. Il était exactement 10 heures du matin lorsque Rodrigo décida qu'il ne pouvait pas rester assis comme une statue, attendant passivement l'arrivée de l'avocat Torres avec la police pour exécuter l'expulsion. Il devait faire quelque chose, n'importe quoi, pour sentir qu'il avait encore, ne serait-ce qu'un minimum de contrôle sur sa vie qui s'effondrait. « Je vais me promener un peu dans le quartier », dit-il à Martha d'une voix forcée et décontractée. « Voir si je trouve un travail d'une demi-journée, ne serait-ce que pour gagner un peu d'argent. » C'était un pieux mensonge et tous deux le savaient parfaitement. Rodrigo savait qu'il ne trouverait aucun travail miraculeux qui changerait sa situation désespérée dans les quelques heures suivantes, mais il devait quitter la maison avant l'arrivée de la police. Il ne pouvait pas affronter l'humiliation que ses enfants voient leur père être expulsé comme un délinquant. Il marcha sans but précis dans les rues familières d'Ecatepec pendant plus d'une demi-heure, sentant le poids écrasant du désespoir à chaque pas. Ses pieds le menèrent automatiquement à une avenue principale où se trouvait un arrêt de bus qu'il connaissait bien. Il décida de s'asseoir sur le banc en métal rouillé pour reposer ses jambes fatiguées et essayer de mettre de l'ordre dans ses pensées chaotiques. Ce fut précisément là, dans ce moment de calme forcé, qu'il le vit. Au début, il pensa que c'était simplement un vagabond de plus parmi les nombreux qui peuplaient les rues de la ville. Il était assis directement sur le sol sale, appuyé contre le mur écaillé d'un magasin qui avait définitivement fermé il y a des mois, vêtu de vêtements qui avaient clairement connu des jours bien meilleurs. Il avait les cheveux longs et sales, comme s'il n'avait pas vu de shampoing depuis des semaines, une barbe négligée et emmêlée, et les pieds nus malgré le froid matinal qui glaçait jusqu'aux os. Mais il y avait quelque chose chez cet homme qui attira immédiatement l'attention de Rodrigo d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer rationnellement. Il ne semblait pas demander d'argent comme le faisaient typiquement les autres indigents du quartier. Il n'avait pas de pancarte, n'étendait pas la main vers les passants, ne criait pas à l'aide. Il avait une expression de paix profonde sur le visage qui ne correspondait en rien à sa situation apparemment désespérée et il était blessé. Il avait une coupure profonde et laide sur le bras gauche, qui saignait lentement mais constamment, tachant progressivement la manche déchirée de sa chemise effilochée. Il semblait s'être blessé récemment. Le sang semblait frais, mais de manière incompréhensible, il ne semblait pas chercher d'aide médicale ni demander de l'aide aux piétons qui passaient. Rodrigo regarda attentivement autour de l'arrêt. C'était relativement vide pour l'heure de la journée et les quelques personnes présentes évitaient délibérément de regarder l'homme blessé comme s'il était invisible, comme s'il n'existait pas. C'était cette indifférence urbaine typique qui transforme les êtres humains en fantômes lorsqu'ils tombent en dessous d'un certain niveau social. Pendant plusieurs longues minutes qui semblèrent des heures, Rodrigo lutta intensément avec lui-même dans une bataille morale silencieuse. Il avait ses propres problèmes énormes et immédiats à résoudre. Les 47 pesos dans sa poche étaient littéralement tout ce qu'il possédait au monde entier. Sa famille était à quelques heures de se retrouver dans la rue. La logique pure lui criait de s'éloigner, de ne pas s'attirer d'autres problèmes, de prendre soin du peu qui lui restait. Mais il y avait quelque chose de magnétique chez cet homme blessé qui ne le laissait pas partir, une force invisible qui le maintenait cloué à son siège. Finalement, après une lutte interne qui le laissa émotionnellement épuisé, il s'approcha lentement. L'homme leva les yeux lorsque Rodrigo s'agenouilla soigneusement à côté de lui sur le trottoir sale. Ses yeux étaient d'une couleur étrange et hypnotique, entre le brun et le doré, et avaient une profondeur qui semblait aller bien au-delà de ce qu'un être humain normal devrait posséder. « Excusez-moi, monsieur », dit Rodrigo d'une voix douce et respectueuse. « Je vois que vous êtes blessé. Avez-vous besoin d'aide ?» L'homme sourit lentement et ce sourire transforma complètement son visage de manière presque miraculeuse. C'était un sourire rempli de chaleur humaine, de compréhension profonde, d'une paix qui transcendait les circonstances extérieures. « Je vais bien, mon frère », répondit-il d'une voix étonnamment claire et éduquée qui contrastait dramatiquement avec son apparence d'indigent. « Ce n'est qu'une petite coupure, rien de grave. »« Elle ne semble pas petite du tout », insista Rodrigo en examinant la blessure de plus près. « Elle saigne pas mal. »
Elle peut s'infecter si elle n'est pas soignée rapidement. Que vous est-il arrivé exactement? Je suis tombé quand des jeunes m'ont poussé sans raison apparente. Mais c'est passé, c'est oublié. Je ne garde pas rancune. Rodrigo étudia la blessure d'un œil expert. Elle nécessitait définitivement des soins médicaux immédiats. Ce n'était pas mortel, mais ce n'était pas non plus la coupure superficielle que l'homme prétendait. Elle pouvait s'infecter gravement si elle n'était pas nettoyée et bandée correctement. Avez-vous de l'argent pour aller chez un médecin ou à une clinique? L'homme secoua la tête tranquillement. Je n'ai pas d'argent pour quoi que ce soit, mon frère, mais Dieu pourvoit toujours à ce dont on a vraiment besoin. Ces mots spécifiques frappèrent Rodrigo comme un marteau directement au cœur. Dieu pourvoit. C'étaient exactement les mêmes mots que Martha lui avait répétés pendant tous ces mois terribles, les mêmes mots auxquels il avait complètement cessé de croire après tant de déceptions. Écoutez, dit Rodrigo en prenant une décision qu'il savait objectivement complètement irrationnelle, mais qu'il sentait absolument juste au plus profond de son être. Il y a une pharmacie juste au coin de la rue. Je vais vous acheter des médicaments pour cette blessure. L'homme le regarda avec une expression de surprise sincère, comme s'il n'était pas habitué à recevoir de l'aide désintéressée d'étrangers. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mon frère. Vous avez sûrement aussi vos propres problèmes à résoudre. Oui, je les ai, admit Rodrigo avec une honnêteté brutale. J'ai de très graves problèmes, mais cela ne signifie pas que je ne peux pas aider quelqu'un qui, de toute évidence, en a plus besoin que moi en ce moment. À la pharmacie, il demanda spécifiquement ce dont il avait besoin pour nettoyer et soigner une coupure profonde. Le pharmacien, un homme âgé qui semblait avoir tout vu dans la vie, lui recommanda de l'alcool pour désinfecter, des compresses stériles, des bandages élastiques et un antiseptique en crème. Ça fait exactement 45 pesos, dit le pharmacien après avoir tout additionné à la caisse. Rodrigo lui remit 45 de ses 47 pesos, ne lui laissant que 2 pesos en poche, 2 pesos mexicains et une famille de 5 personnes à nourrir avant la fin de la journée. Il retourna lentement à pied vers l'homme blessé, qui était toujours assis patiemment dans la même position. Monsieur, voici les médicaments dont vous avez besoin. L'homme regarda le sac en plastique que Rodrigo tenait dans ses mains et son expression changea complètement, comme s'il assistait à quelque chose de véritablement miraculeux et inattendu. Vous avez dépensé votre argent pour moi, demanda-t-il d'une voix brisée par l'émotion. Pour un étranger que vous ne connaissez pas du tout. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mentit Rodrigo effrontément, s'agenouillant à nouveau et commençant soigneusement à nettoyer la blessure avec la délicatesse qu'il aurait utilisée avec ses propres enfants. Pendant les 10 longues minutes suivantes, Rodrigo nettoya méticuleusement la coupure, appliqua l'antiseptique et banda le bras blessé avec le soin professionnel de quelqu'un qui avait vu de nombreuses blessures de travail au fil des ans. « Comment vous appelez-vous » demanda Rodrigo en finissant d'ajuster les bandages. « Jésus » répondit l'homme avec simplicité. « Et vous, mon frère » Rodrigo Vasquez. Jésus le regarda droit dans les yeux avec une intensité presque inconfortable. « Rodrigo, puis-je vous demander quelque chose de personnel » ? « Bien sûr. » « Pourquoi avez-vous fait cela » ? « Je suis un parfait inconnu pour vous. Je n'ai clairement absolument rien de matériel à vous offrir en retour. » Rodrigo resta pensif en silence pendant un moment, cherchant les mots justes. « Mon père m'a appris, depuis que je suis petit, que lorsque l'on voit quelqu'un qui a besoin d'aide, on ne se demande pas si l'on peut se permettre d'aider ou non, on aide simplement sans condition. Et votre père avait-il beaucoup d'argent pour pouvoir se permettre une telle générosité » Rodrigo rit tristement en se souvenant, mon père était un paysan pauvre d'Oaxaca. Il n'a jamais eu beaucoup d'argent de toute sa vie, mais c'était l'homme le plus généreux que j'ai jamais connu. Il trouvait toujours quelque chose à donner, même si ce n'était qu'un sourire ou un mot gentil. Cela ressemble à un homme vraiment bon. Il l'était. Il est mort il y a 5 ans et il ne se passe pas un jour sans que je ne le regrette. Parfois, je me demande ce qu'il penserait de la façon dont j'ai fini, des décisions que j'ai prises, de ce que j'ai fait de ma vie. Jésus se redressa légèrement en s'appuyant contre le mur. Comment avez-vous fini ? Racontez-moi votre histoire, Rodrigo. Il ne savait pas exactement pourquoi, mais quelque chose dans la présence tranquille de cet homme le poussait à parler, à confesser, à se vider le cœur. Pendant les 20 minutes suivantes, Rodrigo lui raconta toute son histoire sans omettre de détails, l'entreprise qu'il avait construite avec tant d'efforts, la trahison dévastatrice de Germain, la perte progressive de tout ce qu'il avait aimé, la situation actuelle avec l'expulsion imminente, les 47 pesos qu'il avait eus en poche ce matin-là. Jésus écouta sans l'interrompre une seule fois,
hochant occasionnellement la tête avec compréhension, ses yeux étranges fixés sur Rodrigo, comme si chaque mot était précieux et important, comme si cette histoire lui faisait personnellement mal. Lorsque Rodrigo eut terminé son récit, ils restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes qui semblèrent sacrées. « Rodrigo, dit Jésus finalement d'une voix douce, puis-je vous dire quelque chose ? Bien sûr. Ce que vous venez de faire pour moi, en dépensant vos derniers 45 pesos pour un étranger blessé, cela me dit infiniment plus sur qui vous êtes vraiment que toute l'histoire triste que vous venez de me raconter. Que voulez-vous dire par là ? Je veux dire que vous avez perdu votre entreprise, vous avez perdu votre maison, vous avez perdu votre argent, vous avez perdu votre sécurité, mais vous n'avez pas perdu la chose la plus importante qu'un être humain puisse avoir. Vous n'avez pas perdu votre cœur compatissant. Rodrigo sentit ses yeux se remplir de larmes qu'il avait retenues pendant des mois. Mon cœur compatissant ne va pas nourrir mes enfants ce soir. Ma bonté ne va pas payer le loyer. En êtes-vous complètement sûr ? C'était une question étrange qui le déconcerta. Il y avait quelque chose de différent chez Jésus maintenant, quelque chose d'indéfinissable dans sa posture, dans la façon dont la lumière du soleil semblait se refléter de manière inhabituelle dans ses yeux. Que voulez-vous dire exactement ? Jésus sourit et son sourire était si éclatant et intense que Rodrigo dut plisser les yeux comme s'il regardait directement le soleil. Je veux dire que les choses ne sont pas toujours exactement ce qu'elles semblent en surface, que parfois, quand on donne absolument tout ce que l'on a, on reçoit infiniment plus que ce que l'on pourrait jamais imaginer. Ça sonne très joli et poétique, dit Rodrigo avec une amertume qu'il ne put dissimuler. Mais dans le monde réel et pratique, quand on donne 45 pesos, il nous reste 2 pesos. C'est des mathématiques simples. Et que savez-vous des mathématiques divines ? Les mathématiques divines ? Qu'est-ce que c'est ? Les mathématiques miraculeuses où 5 petits pains nourrissent 5000 personnes affamées, où une veuve pauvre qui donne ses 2 dernières pièces donne proportionnellement plus que tous les riches qui donnent de leur abondance sans sacrifice. Rodrigo sentit un étrange frisson parcourir toute sa colonne vertébrale. Qui êtes-vous vraiment ? Jésus se leva lentement et, ce faisant, il parut considérablement plus grand qu'il ne l'avait semblé lorsqu'il était assis. Les vêtements sales et déchirés étaient toujours là, mais d'une manière inexplicable, ils ne ressemblaient plus à des vêtements de vagabond, ils ressemblaient à un déguisement. Je suis quelqu'un qui a attendu très, très longtemps pour trouver un homme exactement comme vous, Rodrigo Vasquez. Un homme comme moi ? Je ne comprends pas. Un homme qui donne quand il n'a absolument rien à donner. Un homme qui conserve son humanité essentielle, même lorsqu'il a perdu tout le reste que le monde considère important. L'air autour de l'arrêt de bus commença à changer de manière subtile mais perceptible. Il y avait une différence dans la température, dans la qualité de la lumière, dans la façon dont les bruits de la rue résonnaient. Rodrigo, dit Jésus, et maintenant sa voix avait une qualité qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Me faites-vous confiance ? Je ne sais même pas qui vous êtes vraiment. Si, vous savez. Au plus profond de votre cœur, vous le savez déjà parfaitement. Rodrigo le regarda fixement dans les yeux et soudain tout s'emboîta comme les pièces d'un puzzle cosmique. Les yeux de couleur impossible, la voix éduquée qui contrastait avec l'apparence, la question sur les mathématiques divines, la façon dont il avait transformé un moment de désespoir en quelque chose de sacré, et surtout le nom. Ce n'est pas possible, murmura-t-il d'une voix étranglée. Ce n'est simplement pas possible. Pourquoi ne serait-ce pas possible ? Parce que j'ai cessé de marcher parmi mon peuple ? Parce que j'ai cessé de chercher ceux qui ont vraiment besoin de moi. Parce que vous n'existez pas dans la réalité ? C'est-à-dire, vous avez existé, mais il y a 2000 ans. C'est de l'histoire, pas du présent. Jésus rit d'un rire qui sonnait comme une musique céleste. Rodrigo, mon frère, où m'attendriez-vous logiquement ? Dans une église luxueuse pleine d'or, dans un palais épiscopal, ou ici, déguisé en l'un des oubliés et abandonnés, attendant patiemment de voir qui conserve encore la compassion authentique dans son cœur ? Mais vous étiez vraiment blessé. La blessure était complètement réelle. Le sang était complètement réel. La douleur était complètement réelle. Croyez-vous que je ne sais pas parfaitement ce que signifie souffrir ? Rodrigo sentit ses jambes flancher comme si elles étaient en gélatine. Il s'assit lourdement sur le banc, l'esprit tourbillonnant. Je suis qui j'ai toujours été. Je suis celui qui est venu à l'origine chercher les perdus, guérir les cœurs brisés. Je suis celui qui a dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Non pas parce que je déteste les riches,
mais parce que les riches apprennent presque jamais à donner quand cela fait vraiment mal. Et vous venez de donner quand cela fait terriblement mal. Vous venez de démontrer que vous comprenez parfaitement que la vraie valeur d'un cadeau ne se mesure pas à sa taille matérielle, mais au sacrifice réel qu'il représente pour celui qui le donne. Que voulez-vous de moi? Que dois-je faire? Je ne veux rien de vous, Rodrigo. Je veux vous donner quelque chose. Quoi? Jésus s'approcha et posa sa main droite sur l'épaule de Rodrigo. Le contact fut comme recevoir une décharge électrique d'énergie pure, d'amour inconditionnel, d'espoir infini. Je veux vous donner l'opportunité d'être qui vous êtes vraiment. Non pas l'homme qui a perdu une entreprise, mais l'homme qui sacrifie tout ce qu'il a pour aider un étranger blessé. Et comment cela va-t-il se faire? Comment cela va-t-il changer ma situation? Retournez chez vous, Rodrigo. Votre famille a besoin de vous maintenant. C'est tout. Rien de plus. Me faites-vous confiance? Rodrigo le regarda droit dans les yeux. Ses yeux qui brillaient maintenant d'une lumière qui n'était définitivement pas de ce monde. Ses yeux qui semblaient contenir toute la sagesse et tout l'amour de l'univers. Malgré le fait que toute logique rationnelle lui criait que c'était complètement impossible, son cœur savait avec une certitude absolue quelle était la vérité. Oui, dit-il finalement d'une voix ferme. Je vous fais entièrement confiance. Alors rentrez chez vous immédiatement et souvenez-vous très bien de ceci. Les 45 pesos que vous avez dépensés pour moi n'ont pas été une dépense perdue, ce fut un investissement sacré et ils vous reviendront multipliés de manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Quand Rodrigo se retourna pour dire au revoir et le remercier, Jésus n'était plus là. Il avait complètement disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Sur le sol où il était assis, il ne restait qu'une petite tache de sang déjà sèche et les bandages usagés qui avaient guéri sa blessure. Rodrigo rentra chez lui, l'esprit tourbillonnant comme une tempête, essayant de comprendre ce qu'il venait de vivre. Avait-ce été réel? Une hallucination due au stress extrême? Ou venait-il de faire une rencontre avec le divin? En arrivant dans sa rue familière, il s'arrêta net comme s'il avait heurté un mur invisible. La camionnette officielle de l'avocat Torres était garée directement devant sa maison. Rodrigo courut les 50 derniers mètres jusqu'à sa maison, le cœur battant si fort qu'il pensa qu'il allait exploser dans sa poitrine. Mais lorsqu'il arriva, haletant, à la porte, il se retrouva face à une scène qu'il n'aurait jamais imaginée possible. Martha se tenait tranquillement sur l'escalier, mais elle ne semblait pas du tout angoissée ou désespérée. En fait, elle semblait sincèrement confuse, mais pas désespérée. L'avocat Torres était effectivement là, avec 2 policiers en uniforme, mais il ne déplaçait pas de meubles dans la rue ni n'exécutait une expulsion. Il parlait à voix basse et respectueuse avec un autre homme que Rodrigo ne reconnaissait absolument pas. Que se passe-t-il exactement ici? Demanda Rodrigo en s'approchant du groupe avec prudence, s'attendant au pire. Martha se tourna vers lui avec une expression qui mêlait confusion totale et un espoir prudent qu'elle n'osait pas reconnaître complètement. Rodrigo, ce monsieur dit qu'il vient spécifiquement vous voir pour un travail. L'homme inconnu s'approcha immédiatement de Rodrigo, la main tendue dans un geste de salutation cordiale. C'était un homme d'environ 50 ans, élégamment vêtu, mais pas ostentatoire, avec une présence qui suggérait un succès commercial authentique, mais aussi une humilité réelle. « Vous êtes Rodrigo Vasquez ?» demanda-t-il avec un sourire qui semblait complètement sincère. « Oui, c'est moi. »« Et vous ?»« Je m'appelle Eduardo Moral, je suis constructeur et je vous cherche depuis 2 semaines complètes dans toute la ville. » Rodrigo fronça les sourcils, complètement déconcerté. « Vous me cherchez, moi? Pourquoi exactement ? » Pour vous offrir le travail le plus important de toute votre vie professionnelle. L'avocat Torres s'éclaircit la gorge avec une impatience évidente. Excusez l'interruption, mais nous sommes ici pour une affaire légale urgente. Monsieur Vasquez, je viens pour l'expulsion qui doit être exécutée aujourd'hui selon l'ordonnance judiciaire que... Avocat, l'interrompit Eduardo Moral d'une voix ferme, mais complètement courtoise. Je crois qu'il ne sera plus nécessaire de procéder à une quelconque expulsion. Comment ça, il ne sera plus nécessaire? J'ai une ordonnance légale à exécuter. Eduardo sortit une élégante enveloppe de sa veste et la remit à l'avocat Torres avec un sourire confiant. Voici un chèque de 30 000 pesos exacts, 15 000 pour mettre monsieur Vasquez à jour avec le loyer en retard et 15 000 de caution garantie pour les 6 prochains mois. Rodrigo sentit le monde entier commencer à tourner autour de lui comme dans des montagnes russes. Monsieur Moral, je ne comprends absolument rien. Pourquoi payez-vous mon loyer?
Que se passe-t-il ici? Parce que j'ai besoin de vous pour mon projet de toute urgence et je ne peux pas me permettre que vous soyez préoccupé par des problèmes de logement alors que nous devons commencer dès demain matin à la première heure. L'avocat Torres examina le chèque attentivement avec une expression de surprise professionnelle. Cela semble en parfait ordre, mais je dois confirmer que les fonds sont réellement disponibles avant d'eux. Vous pouvez appeler la banque tout de suite, dit Eduardo en lui tendant une élégante carte de visite. Je suis le propriétaire de Constructora Moral. Nous avons un compte professionnel chez Bancomé depuis 15 ans. Les fonds sont entièrement garantis. Pendant que l'avocat passait l'appel téléphonique de vérification, Rodrigo regarda Eduardo avec un mélange tumultueux de gratitude infinie et de méfiance profonde. Après ce qui s'était passé avec Germain, il ne pouvait s'empêcher de se méfier des offres qui semblaient trop belles pour être vraies. Monsieur Moral, j'apprécie profondément ce que vous faites pour ma famille, mais je dois savoir exactement de quel type de travail il s'agit et pourquoi vous me cherchez spécifiquement, moi. Eduardo sourit avec une chaleur sincère. Je construis un ensemble résidentiel de 200 maisons pour des familles à faible revenu à Tecamac. C'est le projet le plus important de toute ma vie et j'ai absolument besoin du meilleur chef de chantier que je puisse trouver dans tout le centre du Mexique. Et pourquoi pensez-vous que je suis ce chef de chantier? Vous ne me connaissez même pas. Parce que pendant 2 semaines complètes, j'ai demandé dans toute la ville de Mexico et l'État de Mexico qui était le maçon le plus honnête, le plus travailleur et le plus engagé envers la qualité, quelles que soient les circonstances. Votre nom a été mentionné dans toutes les conversations. Rodrigo resta complètement sans voix. Après des années entières à sentir que sa réputation avait été détruite pour toujours, découvrir que les gens se souvenaient encore et respectaient son travail l'émut jusqu'aux larmes. Qui vous a spécifiquement donné mon nom? Beaucoup de personnes différentes. Mais celui qui m'a vraiment convaincu, c'est Don Esteban Ramirez de Material del Norte. Il m'a dit textuellement que vous étiez le seul homme qu'il connaissait qui préférerait perdre de l'argent plutôt que de faire un travail mal fait. Et quelle est exactement la proposition de travail? Eduardo sortit une mallette en cuir de sa camionnette et l'ouvrit avec soin. 500 000 pesos pour superviser toute la construction du projet complet. 250 000 à la signature du contrat demain. 250 000 lorsque nous aurons terminé avec succès, plus un bonus supplémentaire de 50 000 si nous terminons avant le délai établi. Rodrigo dut s'asseoir lourdement sur l'escalier car ses jambes ne le soutenaient plus. 500 000 pesos, c'était plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu de toute sa vie, même pendant les meilleures années de sa propre entreprise. Quel est le piège? Il y a toujours un piège. Il n'y a aucun piège caché. Enfin, peut-être un. Le délai est très serré. Nous devons terminer les 200 maisons complètes en exactement 8 mois. Cela nécessitera de travailler 6 jours par semaine, 12 heures par jour. Et j'ai besoin que vous commenciez demain sans faute. Martha s'était approchée progressivement et avait écouté attentivement toute la conversation. Pourquoi tant de hâte? Pourquoi si vite? Eduardo soupira avec une expression sérieuse. Parce que c'est un projet du gouvernement fédéral avec des fonds internationaux de la Banque mondiale. Si nous ne respectons pas exactement le délai établi, nous perdons tout le financement et 300 familles pauvres se retrouvent sans les maisons qu'elles ont déjà achetées. L'avocat Torres revint vers le groupe avec une expression complètement satisfaite. Le chèque est parfaitement bon, les fonds sont disponibles et la transaction a été autorisée. Il remit une copie officielle du reçu à Rodrigo. Monsieur Vasquez, vous êtes officiellement à jour avec votre loyer pour les 6 prochains mois complets. Les 2 policiers dirent cordialement au revoir et partirent dans leur patrouille. L'avocat Torres se retira également après s'être excusé profusément et avoir sincèrement félicité Rodrigo pour son extraordinaire bonne fortune. Lorsqu'ils furent seuls tous les 3, Eduardo ouvrit complètement le dossier et commença à leur montrer en détail les plans architecturaux du projet. Ce sont des maisons simples, mais entièrement dignes, expliqua-t-il en désignant les dessins techniques. 2 chambres, salon, cuisine intégrée, salle de bain complète avec douche, petit patio, construite pour durer au moins 50 ans. Rodrigo étudia les plans d'un œil expert et ce qu'il vit l'impressionna favorablement. C'étaient des designs intelligents, pratiques, mais bien pensés, efficaces, mais humains. Et la qualité des matériaux que vous allez utiliser. Première qualité absolue pour tout. Cemex pour tout le béton, intercéramique pour tous les sols, installations électriques avec du matériel Condumex. Nous ne lésinons absolument sur rien qui puisse affecter la sécurité ou la durabilité. C'était exactement ce que Rodrigo avait espéré et désiré entendre. Il n'y avait pas de compromis, pas de raccourci,
pas de compromis éthique d'aucune sorte. Monsieur Moral, dit Rodrigo finalement après avoir étudié tous les documents, avant d'accepter quoi que ce soit, je dois vous demander quelque chose de très important. Comment m'avez-vous vraiment trouvé? Parce que je n'ai pas activement cherché de travail et franchement, je ne comprends pas comment vous êtes arrivé jusqu'à moi. Eduardo sourit d'une manière étrange, comme s'il savait quelque chose que Rodrigo ne savait pas, comme s'il y avait une histoire derrière l'histoire. Ce fut la chose la plus étrange qui me soit arrivée en 15 ans dans ce métier. Ce matin, tôt, je prenais mon petit déjeuner dans un restaurant près de mon bureau, complètement préoccupé parce que mon ancien chef de chantier était tombé gravement malade hier soir. J'étais désespéré parce que le projet doit commencer demain sans faute. Il fit une pause dramatique, comme s'il essayait de se souvenir de chaque détail de ce qui s'était passé. Alors, un homme très étrange est arrivé au restaurant, vêtu comme un indigent, sale, avec des vêtements déchirés, mais avec une façon de parler incroyablement éduquée. Il s'est assis à la table juste à côté de la mienne et sans que je lui demande absolument rien, il m'a dit textuellement, si vous cherchez quelqu'un qui construit avec un véritable honneur, cherchez Rodrigo Vasquez à Ecatepec. Rodrigo sentit la chair de poulet et un frisson parcourir toute sa colonne vertébrale. Comment était cet homme exactement? Grand, mince, cheveux longs et ébouriffés, barbe non taillée. Il avait une blessure bandée au bras gauche qui semblait récente. Le plus étrange de tout, c'est qu'il semblait savoir exactement ce que je pensais, comme s'il pouvait lire dans mes pensées. Et que vous a-t-il dit d'autre spécifiquement? Il m'a dit que vous étiez exactement le genre d'homme qui donnerait ses derniers 45 pesos pour aider un étranger blessé sans rien attendre en retour. Il m'a dit que c'était exactement le genre de personne dont j'avais besoin pour construire des maisons où vivraient de vraies familles. Martha prit instinctivement la main de Rodrigo avec force. Elle avait vu l'expression de choc absolu sur le visage de son mari et savait que quelque chose d'extraordinaire était en train de se passer. Rodrigo, demanda-t-elle doucement. Que se passe-t-il? Que signifie tout cela? Rodrigo regarda Eduardo, puis Martha, puis ses 3 enfants qui les observaient fascinés depuis la porte entr'ouverte. Il pensa à l'incroyable matinée qu'il avait eue. Se réveiller sans argent et sans espoir, rencontrer un homme blessé, dépenser ses derniers 45 pesos en médicaments pour un étranger, découvrir que cet étranger était bien plus que ce qu'il semblait. J'accepte le travail, dit-il finalement d'une voix ferme et complètement assurée. Eduardo sourit radieusement et tendit la main pour sceller l'accord. Excellent. Pouvez-vous venir demain à 6 heures précises pour signer le contrat complet et connaître le terrain? J'y serai sans faute. Eduardo sortit une enveloppe supplémentaire de sa veste. Voici l'avance de 250 000 pesos que je vous ai promise afin que vous puissiez régler vos affaires immédiates. Rodrigo prit l'enveloppe d'une main tremblante, sentant le poids de l'argent qui représentait le salut de sa famille. Après qu'Eduardo Moral fut parti dans sa camionnette, laissant la famille Vasquez avec un chèque de 250 000 pesos comme avance pour le travail le plus important de leur vie, Rodrigo et Martha restèrent assis exactement sur le même escalier où, ce matin-là, ils avaient désespérément compté leurs derniers 47 pesos. Vas-tu enfin me raconter ce qui s'est réellement passé ce matin? Demanda Martha d'une voix douce mais insistante. Rodrigo respira profondément et lui raconta absolument toute l'histoire sans omettre un seul détail, l'homme blessé à l'arrêt de bus, les médicaments qu'il avait achetés avec ses derniers 45 pesos, l'étrange conversation sur les mathématiques divines, la révélation progressive de l'identité de cet homme, la disparition mystérieuse, les mots sur l'investissement au lieu de la dépense. Quand il eut terminé son récit complet, Martha pleurait en silence, des larmes coulant librement sur ses joues. Tu crois vraiment que c'était? Je ne sais pas quoi croire, répondit Rodrigo avec une honnêteté brutale. Mais je sais que ce matin, j'ai dépensé mes derniers 45 pesos en aidant quelqu'un qui en avait désespérément besoin, et cet après-midi, j'ai du travail, j'ai suffisamment d'argent pour des mois et j'ai un véritable espoir à nouveau, pour la première fois depuis des années. Et qu'est-il arrivé aux 2 pesos qu'il te restait après avoir acheté les médicaments? Rodrigo mit automatiquement la main dans sa poche et sortit les 2 pièces qui restaient, mais lorsqu'il les regarda attentivement, il fut complètement stupéfait. Ce n'étaient pas du tout les pièces normales qu'il avait eues ce matin-là. C'étaient 2 pièces dorées qui brillaient de leur propre lumière et sur chacune était gravée une image qui lui coupa le souffle. L'une portait l'image parfaitement détaillée d'un homme agenouillé donnant des médicaments à un autre homme blessé. L'autre portait l'image d'une famille de 5 personnes s'enlaçant joyeusement devant une belle maison. Martha murmura d'une voix étranglée. Regarde ça attentivement. Elle regarda les étranges pièces et resta complètement sans voix pendant plusieurs minutes.
Ce n'étaient des pièces d'aucun pays qu'il connaissait. Elles semblaient faites d'or pur et authentique. Mais plus que cela, elles semblaient irradier une chaleur qui n'était définitivement pas physique, qui venait d'ailleurs. D'où viennent ces pièces? Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai pas la moindre idée. Ce matin, j'avais 2 pesos mexicains normaux et courants. Maintenant, j'ai ça. Javier, son fils aîné, s'approcha timidement d'eux. Papa, on ne va plus être sans maison. Rodrigo serra son fils aîné de toute la force qu'il avait. Non, mon fils, nous ne serons plus jamais sans maison. Et papa va avoir un très bon travail à nouveau. Comment est-ce arrivé si vite? Ce matin, tu étais très triste. Rodrigo regarda Martha, puis ses 3 enfants impatients, puis le ciel, où les nuages s'étaient ouverts dramatiquement pour laisser passer le soleil doré de l'après-midi. C'est arrivé parce que parfois, quand on donne absolument tout ce que l'on a pour aider les autres sans rien attendre en retour, Dieu lui-même se charge d'arranger le reste. Cette nuit-là, pour la première fois depuis de nombreux mois interminables, la famille Vasquez dîna avec une véritable abondance. Rodrigo était allé au plus grand supermarché du quartier et avait acheté tout ce qu'il n'avait pas pu s'offrir depuis si longtemps, poulet frais, viande de bœuf, légumes frais, fruits de saison, lait, pain sucré, glace pour les enfants. Pendant qu'ils dînaient tous ensemble autour de la petite table, Rodrigo ne pouvait s'empêcher de penser obsessionnellement aux mots exacts que Jésus lui avait dit. Les 45 pesos que vous avez dépensés pour moi n'ont pas été une dépense perdue, ce fut un investissement sacré. 45 pesos investis en pure compassion étaient revenus sous forme de 500 000 pesos en opportunités concrètes. Mais plus important que l'argent, ils étaient revenus sous forme d'espoir restauré, de foi renouvelée, de la certitude absolue que l'amour avait encore un pouvoir réel dans ce monde apparemment cruel. Il rangea cérémonieusement les 2 pièces dorées dans une petite boîte spéciale qu'il plaça sur le petit autel que Martha avait dans sa chambre. Elles n'étaient pas destinées à être dépensées, jamais, elles étaient destinées à toujours se souvenir. 6 mois plus tard, Rodrigo n'avait pas seulement mené à bien le projet des 200 maisons avant le délai établi, mais il avait été si méticuleux et attentif dans son travail qu'Eduardo Moral l'avait immédiatement embauché pour 3 projets supplémentaires encore plus grands. La Constructora Moral était rapidement devenue l'une des plus respectées de tout le centre du Mexique, connue spécifiquement pour la qualité exceptionnelle de ses constructions et pour le traitement juste de ses travailleurs. Mais le plus important pour Rodrigo n'était pas le succès professionnel qu'il avait retrouvé, c'était ce qu'il avait appris cette matinée transformatrice à l'arrêt de bus, que lorsque l'on donne absolument tout ce que l'on a par amour pur, on ne se retrouve jamais les mains vides. Car il avait découvert personnellement que Jésus n'avait pas menti le moins du monde sur la mathématique divine. Dans le royaume du véritable amour, lorsque l'on multiplie ce que l'on donne sans rien attendre en retour, on reçoit toujours infiniment plus que ce que l'on a donné. Non pas parce qu'on le mérite, mais parce que c'est exactement ainsi que fonctionne l'univers lorsque l'amour authentique est en jeu. Et chaque nuit, avant de dormir, Rodrigo regardait les 2 pièces dorées qui brillaient doucement dans l'obscurité et se souvenait que les plus grands miracles commencent souvent par les plus petits gestes, comme aider un étranger blessé avec ses derniers 47 pesos, comme choisir la compassion plutôt que la survie personnelle, comme croire fermement que l'amour trouve toujours le moyen de se multiplier quand il est authentique. 1 an plus tard, Rodrigo et Eduardo avaient formé une association authentique et prospère. Ils avaient construit plus de 1000 maisons pour des familles à faible revenu, créé des emplois pour des centaines de personnes et établi un programme de bourse pour les enfants des travailleurs de la construction. Rodrigo avait retrouvé non seulement sa stabilité économique, mais aussi son but dans la vie, mais il n'oublia jamais la leçon fondamentale, la véritable richesse ne se mesure pas en pesos, mais en la capacité de donner quand cela fait mal. Chaque mois, religieusement, Rodrigo mettait de l'argent de côté pour aider les familles dans des situations désespérées comme celle qu'il avait vécue. Il avait créé un fonds spécial qu'il appelait les 47 pesos, qui aidait les personnes qui avaient tout perdu, mais qui conservaient leur humanité. Et toujours, lorsqu'il remettait cette aide, il leur racontait l'histoire de la façon dont 45 pesos dépensés en compassion s'étaient transformés en une fortune multipliée par l'amour divin, car il avait appris que les miracles ne sont pas des événements extraordinaires qui arrivent à des gens spéciaux. Les miracles sont le résultat naturel de choisir l'amour plutôt que la peur, la générosité plutôt que l'égoïsme, la foi plutôt que le désespoir. 3 ans après la rencontre qui changea sa vie, Rodrigo reçut un appel qui le laissa sans voix. C'était du gouvernement fédéral. Il voulait l'embaucher pour superviser la construction d'un hôpital complet pour enfants atteints de cancer, le plus grand projet de sa vie, évalué à 50 millions de pesos. Pourquoi moi, avait-il demandé lors de la réunion.
Parce que votre réputation d'honnêteté et d'intégrité est légendaire dans tout le pays, lui avait répondu le fonctionnaire. Nous avons besoin de quelqu'un en qui nous pouvons avoir entièrement confiance pour un projet aussi important. Cette nuit-là, Rodrigo tint les 2 pièces dorées dans ses mains et sourit. De 47 pesos à un contrat de 50 millions, du désespoir total à être reconnu nationalement comme un symbole d'intégrité. La mathématique divine continuait de fonctionner, mais ce qui l'émotionnait le plus n'était ni l'argent ni la reconnaissance, c'était de savoir que cet hôpital sauverait des milliers de vies d'enfants innocents. C'était de comprendre que sa rencontre avec Jésus ce matin-là n'avait pas seulement transformé sa vie, mais qu'elle transformerait maintenant les vies de familles qu'il ne connaissait même pas. Parce que c'est exactement ce que fait le véritable amour. Il se multiplie sans limite, touchant des vies que l'on n'aurait jamais imaginées, créant des cercles de bénédiction qui s'étendent éternellement. Si cette histoire a touché quelque chose de profond dans votre cœur, c'est parce que vous avez aussi 47 pesos à donner. Pas nécessairement de l'argent physique, mais une compassion authentique, un temps généreux, une main amie quand quelqu'un en a désespérément besoin. Aimez si vous croyez fermement que la générosité revient toujours multipliée de manière que nous ne pouvons imaginer. Partagez cette histoire pour que plus de gens sachent que les miracles continuent de se produire tous les jours lorsque nous choisissons d'aimer sans limite ni condition. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui vous rappelleront que nous pouvons tous être des instruments parfaits du divin. Parce que parfois, la plus grande fortune du monde entier commence exactement quand vous donnez vos derniers 47 pesos par amour pur et découvrez que les mathématiques du ciel multiplient toujours infiniment ce qui est donné avec le cœur. Et souvenez-vous toujours, en ce moment, quelque part dans votre ville, il y a quelqu'un de blessé qui attend que vous soyez la réponse à sa prière. Vous avez le pouvoir d'être le miracle dont quelqu'un d'autre a désespérément besoin. N'attendez pas d'avoir plus pour commencer à donner. Commencez à donner d'où vous êtes, avec ce que vous avez, et observez comment Dieu multiplie votre générosité de manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Parce que le véritable amour n'est pas seulement un beau sentiment. Le véritable amour est une force transformatrice qui change les réalités, qui ouvre des chemins là où il n'y en avait pas, qui transforme les fins tragiques en de nouveaux commencements remplis d'espoir. Aimez si vous êtes prêt à faire partie de cette mathématique divine. Partagez si vous croyez que le monde a besoin de plus d'histoires comme celle-ci et abonnez-vous pour faire partie d'une communauté qui croit que les miracles ne sont pas des coïncidences, mais des conséquences directes de l'amour en action. Parce que lorsque vous donnez avec le cœur, lorsque vous sacrifiez par amour, lorsque vous choisissez la compassion plutôt que l'égoïsme, non seulement vous changez la vie de ceux qui reçoivent votre aide, mais vous devenez un canal de bénédiction qui multiplie la bonté dans le monde, créant une réaction en chaîne d'amour qui peut atteindre des endroits que vous n'auriez jamais imaginés. L'histoire de Rodrigo a commencé avec 47 pesos et un cœur compatissant. Quelle sera votre histoire? Avec quoi allez-vous commencer votre propre miracle? L'amour attend, les miracles attendent, la mathématique divine attend.